Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici ses titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Nouadhibou, où il a effectué une visite d'information et de prise de contact. Le chef de l'État lance à partir du port de Nouadhibou la mise en service de 2 patrouilleurs relevant de la Marine nationale. Les forces irakiennes lancent une double offensive terrestre et aérienne contre les fiefs de Daesh avec un appui massif de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Merci de nous accueillir chez vous. Avant le développement de ces titres, nous nous intéressons au courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a adressé un message de félicitations à M. Alexander Van der Bellen à l'occasion de son élection en tant que président de la République fédérale d'Autriche. Le chef de l'État a réitéré à son homologue autrichien sa volonté à œuvrer en vue de renforcer les relations de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un autre message de félicitations à l'occasion, cette fois-ci, de la fête nationale de Géorgie. Le message est adressé au président géorgien, M. Giorgi Margvelashvili, un message dans lequel le chef de l'État exprime ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le président géorgien, de progrès et de prospérité pour son peuple. Il réitère sa volonté de poursuivre les efforts afin de renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples amis. Le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu cet après-midi au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott une délégation d'Amnesty International en visite actuellement dans notre pays, sous la présidence de son secrétaire général Khalil Chetty. Au terme de la rencontre, le secrétaire général d'Amnesty International a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Apparemment, un petit souci technique, nous allons réécouter la déclaration du secrétaire général d'Amnesty International. Nous sommes très heureux des réalisations que nous avons notées au niveau du pays. Après l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président de la République, nous savons qu'il y a des progrès qui ont été faits et il y a également des lois qui sont en train d'être prises pour que cette situation puisse être améliorée. Également que la Mauritanie est très ouverte pour recevoir des observateurs indépendants, y compris Amnesty International, mais également d'autres observateurs internationaux pour voir la situation humanitaire dans le pays. Nous avons soulevé la question de Mohamed Mahathir, le blogueur qui est actuellement en prison et dont le cas a été donc soumis à la Cour suprême, et nous avons appris de Monsieur le Président que le cas a été reclassifié et nous pensons que très bientôt il y aura une sortie heureuse par rapport à la situation. C'est notre vœu le plus ardent, mais également c'est le vœu de Monsieur le Président de la République et nous pensons ensemble que cela va se réaliser très bientôt, c'est-à-dire la libération de ce blogueur. Nous savons également qu'il y a eu beaucoup de cas de torture et de mauvais traitements qui ont été signalés. Nous en avons discuté avec Monsieur le Président de la République et il nous a fait comprendre qu'il y a des mesures qui ont été prises et il y a également des agents même qui, dans le cadre de leur fonction, ont eu à être sanctionnés pour avoir torturé, pour avoir fait des cas de mauvais traitement. Et nous pensons que cette situation sera améliorée très bientôt encore par rapport donc à la nouvelle loi qui est mise en œuvre.
Nous avons également discuté des cas de disparition forcée avec le président qui nous a fait comprendre en fait que les familles des victimes ont toujours la possibilité de voir ces personnes et nous savons qu'il y a des cas qui nous ont été signalés, mais nous pensons que ces cas ont été évoqués et il y a des questions sur lesquelles nous avons discuté qui feront que cela pourrait être amélioré. Également discuté de la question des associations et le président a émis la réserve en disant qu'en fait le problème qui se pose à ce niveau c'est les questions de redevabilité par rapport à ces organisations et à leurs sources de financement. Nous lui avons fait comprendre que ces organisations devaient pouvoir justifier de leurs fonds à travers un audit pour justifier donc les dépenses qu'ils ont effectuées par rapport aux sources de financement qu'ils ont reçues. Continuer le dialogue à travers notre représentant au niveau régional, Alioune Tine, qui est basé à Dakar. Et donc, nous allons continuer la discussion avec le gouvernement. Merci. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Nouadhibou, où il a lancé la mise en service de 2 patrouilleurs relevant de la Marine nationale et visité des édifices publics dans la capitale économique. Le président de la République a été accueilli à son retour à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de sa visite à Nouadhibou, le président de la République était accompagné de son épouse, Madame Mariam Mentahmed de Tekbir, des membres du gouvernement, de son directeur de cabinet, des conseillers et des chargés de mission à la présidence de la République. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a souligné cet après-midi dans une déclaration à la presse à Nouadhibou que le dialogue politique se déroulera comme prévu et que des contacts intensifs sont en cours avec les différentes parties prenantes pour qu'il en soit ainsi, relevant qu'il y a une forte volonté politique de respecter les délais à cet égard. Le chef de l'État a, sur une autre question, précisé que l'équipement des forces armées et de sécurité est une action qui se poursuit, à commencer par rendre opérationnelle l'armée de terre, par équiper l'armée de l'air et acquérir du matériel et des équipements modernes pour la marine nationale, dans lesquels s'inscrivent les 2 patrouilleurs et nombre d'embarcations et unités de sauvetage maritime. Mohamed Ould Abdel Aziz a réaffirmé que dans ce cadre, un grand navire équipé sera acquis dans une année environ. Le président de la République a exprimé sa satisfaction par rapport au niveau de préparation en cours du premier sommet arabe de Nouakchott dans les délais prévus, notant que le gouvernement s'attelle à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de ce sommet. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait lancé ce matin à Nouadhibou la mise en service de 2 nouveaux patrouilleurs de la Marine nationale, Timbedra et Gorgol, dotés des équipements les plus modernes, construits en République populaire de Chine, financés par l'État mauritanien pour un montant de 42 millions de dollars, soit l'équivalent de 15 milliards d'ouguiya. Le chef de l'État a également visité l'Académie navale de Nouadhibou. Précision avec Bokar Baylaba. Premier acte, l'accueil du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, sur le quai militaire du port de Nouadhibou, par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bacha, entouré des officiers supérieurs de la Marine nationale. Deuxième acte, le cérémonial des discours, dont celui prononcé justement par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bacha, qui a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité pour la Marine nationale de s'inscrire sur le registre du dynamisme en faisant le choix de la modernisation de ses équipements. Troisième acte, la visite des patrouilleurs par le président de la République. Ainsi, il a été édifié sur le fonctionnement de ces bâtiments militaires, des bâtiments flambant neufs dotés de technologies de pointe. Le président de la République a également suivi des explications sur les caractéristiques de ces patrouilleurs de haute mer, notamment leur type d'armement et leurs équipements de communication, de navigation et de propulsion. Quatrième acte, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a embarqué dans l'un des patrouilleurs, direction haute mer.
Pendant 1 heure, les deux patrouilleurs ont offert le charme de la haute mer. Les passagers de circonstance ont également pu mesurer l'importance de la protection des espaces maritimes mauritaniens. 5e et dernier acte de cette visite, l'Académie navale de Nouadhibou, qui a vu le jour en 2014. Une académie formée de 4 établissements fonctionnels, dont la mission principale est de former un personnel compétent sur tout ce qui touche l'halieutique. Sur place, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a été édifié sur l'importance de cette académie qui a franchi beaucoup de caps. Expression de ce progrès, l'Académie navale de Nouadhibou est en train de finaliser l'acquisition d'un navire polyvalent et de simulateurs de navigation. Bokar Baylaba à Nouadhibou pour la télévision Al-Mauritania. Nous allons revenir sur cette information dans notre prochaine audition. Notre reporter, justement, Bokar Baylaba, reste avec nous pour nous dresser la fiche technique des 2 navires baptisés Timbedra et Gorgol, dotés d'équipements des plus modernes. Reportage. Ils sont baptisés Gorgol et Timbedra. Ces 2 patrouilleurs de haute mer, récemment acquis par la Marine nationale, sont fabriqués en Chine et financés sur fonds propres de l'État mauritanien. Ils sont capables d'opérer et d'intervenir dans un large rayon d'action pour des missions polyvalentes. En d'autres termes, ils contribueront à la sécurisation des espaces maritimes nationaux. Les 2 patrouilleurs sont capables d'exécuter les missions de contrôle et de surveillance des approches maritimes. À cela s'ajoutent d'autres missions comme le secours, la police de navigation, la lutte contre les trafics, la lutte anti-pollution ou la protection des ressources halieutiques. S'agissant des caractéristiques, le Gorgol et le Timbedra, c'est 63 mètres de longueur, 9 mètres de largeur, 27 nœuds de vitesse maximale, 3000 km de rayon d'action. Ces 2 patrouilleurs sont également équipés d'un canon de 37 mm, 2 canons de 14,5 mm, d'un radar de grande portée de 192 km, d'un système de transmission haute fréquence et de liaison air et mer. En ce qui concerne l'équipage, les 2 patrouilleurs sont manœuvrés par 6 officiers, 12 officiers mariniers et 22 quartiers-maîtres et matelots. Le Gorgol et le Timbedra sont identiques, 2 bâtiments robustes et dotés d'un système de propulsion, de navigation, de détection, de communication et de combat. Bref, les patrouilleurs Gorgol et Timbedra donnent un cachet moderne à la flotte de la Marine nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Isselkou Ahmedi Zidbi, s'est entretenu hier à Alger avec le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. La rencontre a permis de passer en revue les dossiers de la coopération existant entre la Mauritanie et l'Algérie et les moyens susceptibles de développer cette coopération. Dr Isselkou Ahmedi Zidbi a été également reçu cet après-midi par le Premier ministre algérien Abdel Malik Sellal. Là également, la coopération bilatérale entre les 2 pays a été passée en revue. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier régional sur le renforcement de l'engagement politique en faveur du dividende démographique et le changement de comportement au profit de l'autonomisation des femmes et des adolescentes sous la supervision du ministre de l'économie et des finances Mokhtar Ould-Diaye. Précision avec Salem Mejbour Salem. La rencontre relève des activités du projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Un projet né d'une initiative conjointe des dirigeants des pays du Sahel, de l'Organisation des Nations Unies et du groupe de la Banque mondiale. Initiative lancée en novembre 2015 à Niamey, la capitale nigériane. Le projet est mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres partenaires à l'image de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il doit déboucher sur une nouvelle stratégie en matière d'investissement dans le capital humain en vue d'intégrer les questions des populations dans les politiques de développement des pays sahélo-sahéliens.
Ce dont s'est félicité le ministre de l'économie et des finances à l'ouverture des travaux. M. Mokhtar Oulindiaï dira que l'organisation de l'atelier régional de Nouakchott sur le renforcement de l'engagement politique en faveur du dividende démographique et le changement de comportement constitue un pas important dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Un constat partagé par les représentants de la Banque mondiale et du Fonds des Nations unies pour la population. Le projet vise à améliorer les conditions et possibilités économiques pour ses principaux bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes et les enfants, qui auront également accès à des produits de santé maternelle, infantile et de la nutrition et à un personnel qualifié grâce à des actions régionales. Pour cela, il est important de mener des analyses profondes que certains désignent peut-être par économie politique, en vue d'identifier et de mettre en place des mécanismes permettant de faire coïncider les préoccupations des décideurs politiques avec la politique pour engrainer les dividendes démographiques. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement mauritanien, illustration d'un engagement politique prononcé en faveur des questions de population. Le comité technique du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a tenu ce mercredi sa seconde réunion à Nouakchott, une session destinée à renforcer les moyens d'amélioration des conditions de vie des populations. Retour à Salem Ejbour Salem. Comment valoriser les ressources animales dans le Sahel? Question cruciale au centre de cette deuxième réunion du comité technique régional sur le pastoralisme au Sahel. Une session destinée à faire le point des activités du projet régional d'appui technique au pastoralisme dans le Sahel. Un projet dont les enjeux ont été énumérés par Mme Fatmaval Mentasouena, ministre de l'Élevage. La ministre dira à cette occasion que la préparation du projet en temps record constitue un pas important dans l'atteinte des objectifs de la déclaration de Nouakchott issue du forum de haut niveau sur le pastoralisme tenu le 29 octobre 2013 sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et en présence des chefs d'État et de gouvernement, des pays bénéficiaires et des représentants du projet de la Banque mondiale, du CILS, autrement dit Comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, et de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'importance du projet a été également mise en évidence par les représentants du CILS, Comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, et de la Banque mondiale. Permettez-moi de rappeler que l'objectif du comité technique qui nous réunit aujourd'hui est de veiller à la bonne exécution du projet conformément à son objectif de développement, et comme tel, son importance n'est plus à démontrer et la tenue régulière des réunions de cet organe nous semble primordiale. À cet égard, nous voudrions saluer l'engagement des plus hautes autorités, notamment de la Mauritanie, pour la forte volonté politique exprimée dès l'origine en faveur du PRAPS et qui se confirme aujourd'hui. La preuve vous en a été donnée, la contrepartie au niveau de la Mauritanie est OK. Je voudrais aussi souligner l'engagement constant de la CEDEAO, de l'UMOA et du CILS pour assurer l'orientation politique et la collaboration technique du projet au niveau régional. Le projet, dont les responsables sont en session à Nouakchott, regroupe plusieurs pays: Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Tchad. Les travaux de l'atelier de sensibilisation sous le thème « Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel de la zone franche de Nouadhibou et des procédures extra-juridictionnelles applicables à cette zone » organisés mardi matin à Nouakchott ont été clôturés aujourd'hui. L'atelier a été l'occasion pour mettre en exergue les opportunités d'attraction du règlement de la zone franche de Nouadhibou et sa conformité aux normes internationales en matière de promotion du secteur privé et d'attrait de l'investissement étranger. Abdullah Damaba. De ces rencontres, les participants ont été informés sur le dispositif juridique et institutionnel de la zone franche de Nouadhibou, l'attractivité du cadre juridique et sa conformité aux normes internationales en matière de promotion du secteur privé et de l'investissement étranger ont été mises en avant.
Ces échanges ont réuni le secteur privé, le patronat et les représentants de la zone franche de Nouadhibou, entre autres. Le secrétaire général du Centre d'organisation à la zone franche, Dr Mohamed Mahmoud Ould Sidbad, a réaffirmé le souci du secteur privé au sein de la Chambre de commerce à hisser le partenariat au plus haut niveau afin, dit-il, de capitaliser leurs investissements pour réaliser les objectifs stratégiques de la zone franche de Nouadhibou. Le centre, dit-il, a approuvé le schéma stratégique à l'horizon 2020 qui contribuera incontestablement à concrétiser les agrégats visés par la zone franche. Plusieurs communications ont été présentées durant ces travaux sur les acquis réalisés à tous les niveaux et la réactualisation du règlement juridique, dont celle de l'organisation et du développement des infrastructures de base. Les participants qui se sont prononcés ont affirmé qu'avec ces concertations, ils ont pu disposer du maximum d'informations sur ce centre. Ces exposés, disent-ils, se rapportent au cadre juridique. La commune de Tijikja a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier conjointement organisé par le ministère de l'Agriculture et la FAO sur le projet d'appui technique pour la maîtrise technique du charançon rouge dans les oasis mauritaniennes. Le conseiller technique du ministère de l'Agriculture, Mohamed Ould Nemin, a placé l'atelier supervisé par le wali du Tagan, Sidi Mouloud Ould Brahim, dans le cadre de la stratégie du département mise en place pour protéger les oasis contre le charançon rouge, rappelant à ce propos l'intervention du ministère aux premières heures de l'apparition de ce prédateur. Il a évoqué également les nombreuses mesures prises dans ce cadre, dont l'élimination des palmiers atteints par l'insecte et l'installation de guet-apens dans toutes les palmeraies suspectées d'être infectées par le charançon rouge. Le porte-parole de la FAO, Othman Mravli, a indiqué dans son intervention que le projet d'appui technique œuvrera à fournir les outils nécessaires à la lutte contre ce fléau et l'assistance à travers des formations assurées par des experts dans le domaine. L'actualité des partis politiques est marquée dans ce journal par la rencontre organisée à Nouakchott par le Parti de la civilisation et du développement hier. La rencontre à laquelle ont assisté les membres du conseil exécutif de cette formation politique était l'occasion de passer en revue la situation politique du pays. Les intervenants ont rappelé l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Le président du parti, Mohamed Fadel, ou le Cheikh Mohamed Fadel, a mis en exergue l'importance que peuvent jouer les formations politiques dans une démocratie. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec Abdelrahman Hamadan. La bataille pour reprendre la ville Fallujah, située à 50 km de la capitale irakienne Bagdad, hors des contrôles du gouvernement depuis près de 2 ans et demi, s'annonce comme l'une des plus difficiles dans la guerre irakienne menée contre l'État islamique. Le combat entre l'État islamique et les forces irakiennes soutenues par les milices Hashd al-Shaabi sont intenses. Du coup, plus de 35 des forces irakiennes et des milices Hashd al-Shaabi ont été tuées dans un attentat suicide perpétré dans cette ville revendiquée par l'État islamique. Les talibans d'Afghanistan ont dévoilé le nom de leur nouveau leader, le Mullah Haibatullah Akhundzada, annonce qui a coïncidé avec un attentat suicide qui a fait 10 morts aujourd'hui près de Kaboul. Ce dignitaire religieux succède au Mullah Mansour qui a été tué par un bombardement américain. Sa mort a été confirmée par les talibans. Le règne du Mullah Mansour aurait duré à peine 10 mois, période durant laquelle les talibans ont multiplié les attaques contre le symbole du pouvoir afghan. Il circulait à bord d'un véhicule samedi dans la province pakistanaise de Baluchistan quand il a été visé par un tir de drone américain. La police libyenne a arrêté plus de 260 clandestins illégaux dans la région de l'Ouig, située au sud de la Libye. Les immigrants ressortissants de 5 pays africains subsahariens ont été arrêtés dans la frontière libyenne après être entrés dans les pays clandestinement.
La question de l'immigration clandestine reste encore un défi de taille pour les autorités libyennes. Le pays a été toujours un pays de transit pour les clandestins africains qui veulent entrer en Europe. Journal, je vous rappelle les titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Nouadhibou, où il a effectué une visite d'information et de prise de contact. Le chef de l'État lance à partir du port de Nouadhibou la mise en service de 2 patrouilleurs relevant de la Marine nationale. Les forces irakiennes lancent une double offensive terrestre et aérienne contre les fiefs de Daesh avec un appui massif de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.